Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat, toujours en compagnie de Charles Dagneau. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, moi, je vais continuer l'épisode de la semaine dernière, la saga de la possible annexion du Canada aux États-Unis. Puis toi, Dans le même ordre d'idée aussi pour moi, là. Ouais, toi, c'est une histoire qui va du zéro à l'infini, pratiquement. Oui. Je vous ai déjà parlé d'une conjecture de Fermat, qui était un mystère des mathématiques. Maintenant, le 0, le 1, c'est une banalité navrante, mais entre ces deux chiffres-là, il y a l'infini. C'est difficile à concevoir. Dans notre monde où on parle maintenant d'intelligence artificielle qui est de plus en plus présent, et puis de systèmes, par exemple, quantiques pour les ordinateurs, ce qui nous a amené à tout ça, c'est fondamentalement le 0 et le 1. Maintenant, il y a une nouvelle plateforme qui est née de ça, mais ça, c'est une autre histoire. Là, on va essayer de savoir le 0 et le 1. On connaît ça de toute notre vie, mais il y a été une époque où ça n'existait pas. Et puis, c'est peut-être ça là, c'est ça que, en fait, je veux vous raconter. En 1950, il y a un géologue du nom de Heinzelin de Brancourt. Et puis, lui, il a trouvé un os de Péroné. Et puis, cet os-là comportait plusieurs lignes régulières gravées dessus. C'est un os qui était immensément ancien. Et puis, ces lignes-là faisaient de l'artefact ce qu'on appelait un bâton de comptage. C'est très simple. Chaque ligne représente sans doute une bête à l'époque, un animal de ferme. Peut-être un jour. Un mouton, une valeur quelconque. Et puis, disons le matin, un exemple de cela, les moutons sortent. À chaque mouton qui sort, on fait une barre. Et le soir, au retour, on fait une barre. Et puis, tout ça concorde. On sait qu'on a notre nombre exact de moutons. Puis, si ça ne concorde pas, voilà, on a réponse à ça. C'est ainsi qu'on pourrait dire que le chiffre 1 est né. Parce que les mathématiques, c'est tout simplement à partir de 1 qu'on additionne à lui-même jusqu'à pratiquement, on ne parle pas d'infini encore, mais ça va venir plus tard. C'est la base de tout, c'est le début de n'importe quel décompte. L'unité ajoutée à elle-même permet de déterminer la quantité d'éléments dans un ensemble. C'est comme ça qu'on compte. Maintenant, ça va bien pour quelques bêtes, mais lorsque on commence à avoir plus d'animaux puis que les nombres deviennent plus grands, ça devient problématique. Il y a une espèce d'accumulation mathématique qui se fait. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? C'est on va faire des paquets. Donc, au lieu d'avoir 10 lignes, on va avoir un autre symbole qui va représenter la dizaine. Pourquoi la dizaine? La majorité calcule en base 10. On a 10 doigts dans la main. On va se retrouver à un autre endroit, c'est la civilisation sumérienne. La Mésopotamie, là, on parle de 4000 ans avant notre ère. Eux autres, ils vont trouver que c'est pas tellement pratique parce que chaque bâton, une fois qu'il a fait son œuvre, puis bon, il a servi juste pour cette fonction-là. Donc, ils vont prendre des petits cônes parce qu'ils ont un amour, eux autres, de l'argile et de la terre glaise. Chaque petit cône va s'appeler un calculi et va valoir une valeur de 1. Puis, pour dénombrer une quantité, c'était inutile de faire des encoches maintenant. On va tout simplement prendre un certain nombre de calculis. Puis, chaque unité est ainsi indépendante du dénombrement auquel elle participe. Donc, on peut réinitialiser ça. Ça peut servir pour toutes sortes d'autres calculs. Alors, ça a l'air de rien pour nous autres, mais c'était extraordinaire, une avancée à l'époque. Ça permettait aussi de compter le plus loin possible par l'empilement des unités. Ils vont les mettre souvent aussi dans une petite boule de glaise qui va contenir une certaine quantité. Puis là, il va falloir inscrire sur la boule la quantité en question parce qu'on ne cassera pas ça à chaque fois. Donc, les méthodes étaient assez primitives, la terre glaise, des boules de glaise, etc. Eux autres aussi, les Sumériens, ils comptaient en base 60. On n'a pas 60 doigts, mais voici comment ça fonctionnait. Dans la main droite, chaque phalange avait une valeur de 1. Alors, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On avait 12 unités dans cette main-là, le pouce servant à indiquer. Dans la main droite, là, on avait des groupes de 12. Alors, 12, 24, 36, 48, 60. Comment on comptait si on voulait faire 41, par exemple? Là, à ce moment-là, on prenait 48
-5, et puis on avait notre chiffre qu'on indiquait comme ça. Souvent, on additionnait, on enlevait les chiffres en les indiquant avec la main droite. C'est comme ça qu'ils comptaient fondamentalement en base 60. C'était la bonne solution, évidemment, de compter par paquet. Là, on est encore à peu près dans le même temps, puis les chiffres sont sur le point d'être inventés, mais il y a une espèce de synchronicité mondiale étonnante. Parce que là, ça va se développer en Égypte, en Mésopotamie, en Chine, mais aussi dans l'Amérique précolombienne. Les Mayas avaient une arithmétique, eux autres aussi, puis ils avaient commencé à développer des concepts mathématiques, dont le 1. Il faut bien commencer en quelque part, l'unité étant la base de toutes les mathématiques. Maintenant, le 1 tel qu'on le connaît aujourd'hui est apparu dans des inscriptions dans des grottes qui datent du 2e siècle en Inde. Et puis, d'ailleurs, les chiffres viennent de l'Inde. Ils ont évolué partout, par exemple, à travers l'Afrique. Et puis, oui, il faut dire que ce qu'on appelle les chiffres arabes. Arabes, c'est une fausse. En réalité, viennent de l'Inde, mais apportés en Occident par les Arabes. Mais il faut dire aussi que les Arabes ont une énorme contribution là, à la mathématique, entre autres. Par exemple, moins d'un siècle après la mort de Mahomet, en 632, le peuple arabe va migrer de l'Inde à l'Espagne en passant par l'Afrique du Nord. Puis les chiffres indiens parviennent à Bagdad à ce moment-là par leur intermédiaire. Puis là, il y a un livre qui va être publié, un perse qui s'appelle Muhammad ibn Musa al-Khwarazmi. D'ailleurs, d'où vient le mot algébrique. Là. Les chiffres vont parvenir aux Occidentaux, puis ils vont être appelés chiffres arabes. Entre-temps, il faut parler par contre de l'Empire romain. Eux autres, ils ont résisté à l'avancée de ce type de calcul-là, parce que leur façon de compter qui était imposée au peuple conquis, parce que l'Empire s'imposait de cette façon, avec leur écriture puis leur façon de compter, il est particulièrement mal adapté au calcul, ce système-là. On le connaît avec le V, les X. Imaginez extraire une racine cubique avec ça, ça doit être des calculs. Disons que cette notation mathématique-là, qui va durer encore longtemps, parce que les Romains vont le maintenir. Mais, par contre, on va avoir un dénommé Leonardo de Pise ou Leonardo Fibonacci, qui est un très, très grand nom en 1202 dans les mathématiques. Et puis, lui, il va publier un livre qui va s'appeler Liber Abaci, dont il fait la promotion de la notation arabe. Il prône l'utilisation des chiffres qu'il appelait indo-arabes à l'époque. Je pense que le terme est vraiment juste, là. Et puis, le traité sur la comptabilité et les calculs, ça va aider à calculer les intérêts. Ainsi que, bon, dans toutes les transactions, ce système-là était tellement plus efficace, fluide. On a vraiment l'apparition de l'arithmétique là, dans sa forme utilitaire à ce moment-là. Et puis, c'est la cupidité humaine et puis l'appât du gain qui a fait que ça a favorisé la notation plus propice pour ces calculs-là. Ainsi est né le chiffre 1 et tous les autres aussi à partir de ça. Mais il y avait un autre chiffre aussi. Il manquait quelque chose. À l'époque, c'est bien beau, le 1, mais on n'est pas encore rendu dans les mathématiques avancées avec ça. Ce chiffre, ben, ça va être le 0. Le 0, lui aussi, va trouver son origine. On va voir où un peu. Mais pour commencer, si on va en Inde, il y a un petit temple dans une ville qui s'appelle Gwalior, une petite ville d'environ 1 million d'habitants. Puis il y a un attrait touristique là. On est en Inde, là. C'est une petite ville. Mais il y a un petit temple qui mesure 3,7 mètres de côté seulement, qui est creusé dans le mur d'un phare, qui est quand même un attrait touristique. Et puis, c'est tellement anodin, mais dans un coin, il y a un petit panneau avec une plaque sur laquelle a été gravé un texte. Puis ce texte-là écrit qu'un jardin a été planté. Puis pour décrire le jardin et faire pousser des fleurs, il y a un petit symbole, un petit cercle. Et puis c'est la toute première manifestation du 0. Il a été utilisé pour marquer la place. Puis c'est ça
qui m'amène au zéro positionnel. Les Sumériens, eux autres, qui comptaient de la façon que j'ai décrit un peu plus tôt, devaient faire ça sous forme de colonnes, chaque colonne étant séparée par 60, évidemment, ou plus. Là, ça créait un problème, parce que le chiffre 284 était écrit pratiquement de la même façon que le chiffre 2084. Donc, il fallait trouver une façon d'espacer les fameuses colonnes de l'écriture. Et là, ils ont fait une petite barre diagonale qui servait de positionnel. C'est la première apparition de ce qu'on va appeler le zéro positionnel. C'est pas le zéro algébrique, là. Alors, ça va nous amener, pour comprendre ça, encore aux Indes, et puis, c'est-à-dire aux Sumériens, pardon, qui avaient déjà une notion du 1, mais c'était sous une forme cunéiforme. C'était pas un cercle, c'était une barbe. Là, c'est là que ça va se mettre à évoluer avec les chiffres arabes. On va passer, d'ailleurs, les Mayas, eux autres, utilisaient un point et des coquillages, d'autres symboles de notation comme ça. Mais pour que ça se standardise, finalement, il va falloir attendre plusieurs années, plusieurs publications aussi. Puis là, les chiffres vont partir d'une barre diagonale, et puis là, ça va devenir le 1, et puis on va voir apparaître le 2, le 3, cette notation-là ici. C'est là aussi que, vers le 5e siècle, le chiffre va précéder le 1, et puis on va attribuer le 0 à un dénommé Brahmagupta, un Indien. Lui, en 628, il va donner le nom Sunya, ça veut dire vide. Et puis ça, déjà, ça va à l'encontre de tous les philosophes puis les mathématiciens qui sont opposés à l'idée du vide, du néant, en fait. Puis là, on a lui qui arrive avec Sunya. Il en déduit des propriétés suivantes. Si on ajoute un nombre à Sunya, on obtient ce même nombre. Si on soustrait à Sunya un nombre, le nombre reste inchangé. Ça va donner l'apparition du zéro. En février 1701, on a un dénommé Leibniz qui, lui, va établir les bases de compter par 2 en binaire. Et puis là, je n'ai pas besoin de le dire, ça va donner l'impulsion totale, entre autres, aux métiers à tisser qui vont être développés, qui est la première forme de programmation binaire. Et puis, ça va nous amener à ce qu'on est aujourd'hui. Les ordinateurs qu'on sait qui fonctionnent au départ avec 0 et 1. Exactement, parce qu'on peut écrire tous les nombres et pratiquer toutes les opérations mathématiques avec seulement le 0 et le 1. J'aurais aimé en parler plus longtemps, il y a tellement à dire sur ces choses-là, mais sachons que notre façon de compter, le binaire remonte quand même au 18e siècle, mais le 1 et le 0 remontent à la plus grande antiquité, avant même que l'humain soit en mesure. Et ce qui est intéressant dans le cas du 0 en particulier, c'est qu'il a été inventé simultanément en Inde et par les Mayas. Il y a eu une synchronicité incroyable. Qui ne se connaissaient pas du tout. Absolument. C'est ça qui est étonnant. Puis des faits étonnants comme ça dans l'histoire des mathématiques, là, on peut se préparer parce qu'il y en a énormément. Et puis c'est pour ça là, que ça fait comme 2 fois que j'en parle. Là, puis je m'excuse auprès des profs de mathématiques. Là. Alors moi, je vais continuer mon histoire sur l'annexion aux États-Unis, le plan ou l'idée d'annexion aux États-Unis. J'avais terminé la semaine passée en disant qu'avec la Confédération, c'était mort pour un bout de temps. Il faut comprendre que la Confédération s'est faite un peu dans l'urgence, justement à cause de ça. Prenons l'exemple à la fin de la guerre de sécession. Discours de l'ambassadeur américain en Grande-Bretagne qui était à Détroit en 1865, le 14 juillet. Et là, il prononce un discours qui choque... En fait, non, c'était le consul des États-Unis à Montréal, excusez-moi. Prononce un discours qui choque profondément les délégués canadiens, mais qui est applaudi par certains représentants américains. Un extrait publié dans le journal québécois La Minerve du 17 juillet 1865. « Je crois que le plus grand bienfait que l'on puisse accorder au peuple du Canada, qui sera en même temps avantageux aux États-Unis, serait d'établir un système de réciprocité, mais un système permanent. Et je dis aujourd'hui qu'il existe dans le Canada, et spécialement dans le Bas-Canada, un plus fort sentiment que jamais en faveur d'une alliance plus étroite avec les États-Unis.
Et il ne peut pas y avoir de profonde réciprocité entre les États-Unis et le Canada sans cette alliance plus étroite à laquelle j'ai fait allusion et qui, je l'espère, sera acceptée par le libre consentement du peuple du Canada et des États-Unis. On croirait entendre Donald Trump en plus poli. Et les Canadiens ont été offusqués et on va publier le texte dans les journaux, puis on va protester vigoureusement, surtout du côté conservateur. Et même, il va y avoir des gens qui vont le défendre dans certains journaux libéraux. On va lire dans la Minerve, « Monsieur Potter, c'était le nom de l'ambassadeur, n'était-il pas dans son droit? Était-ce abusé de sa position que de dire que dans son opinion, il valait mieux pour les États-Unis de nous amener à eux par la famine en nous refusant un traité de réciprocité que de nous enrichir à leurs dépens en nous accordant un traité large sans nous faire partager aussi leurs dépenses et leurs dettes. » Et même un projet de loi va être présenté au Congrès américain en 1866, prévoyant l'annexion du Canada et des colonies britanniques de Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et du Prince-Édouard et Terre-Neuve. Ça va donner un coup de fouet à l'idée de confédération au Canada. Mais ça ne mourra pas complètement. En 1893, le premier ministre du Québec, Honoré Mercier, va manifester un intérêt pour une annexion du Canada aux États-Unis. Lui est considéré comme le père du concept d'autonomie provinciale, et ça a lieu en plein pendant l'exode massif des Canadiens français vers les États-Unis aussi à l'époque. En 1911, on a le gouvernement de Sir Wilfrid Laurier qui tente de signer un nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis. On disait de réciprocité à l'époque. Et ça propose un accord de libre-échange sur les ressources naturelles et une réduction des droits de douane sur plusieurs autres produits. Le Congrès américain ratifie l'accord, mais les élections ont lieu au Canada et Laurier perd les élections. Les conservateurs prennent le pouvoir et c'est une des questions dominantes. Et c'est là qu'il y a une opposition évidemment forte au Canada. On a peur que ça mène à une intégration politique aux États-Unis. Et là, il y a même Rudyard Kipling, l'auteur britannique chantre du colonialisme, qui va venir dénoncer l'accord. Il va venir au Canada pour dénoncer l'accord de libre-échange. Et aux États-Unis, le président de la Chambre des représentants, qui s'appelle Champ Clark, déclare « J'attends avec impatience le jour où le drapeau américain flottera sur chaque parcelle de l'Amérique du Nord britannique et jusqu'au pôle Nord. » Ça ne peut pas être plus clair. Les habitants du Canada sont de notre sang et parlent de notre langue. J'aurais envie de dire « parle pour toi », mais bon. Mais on voit que c'est carrément dans l'idée. Évidemment, ce discours-là va être reproduit dans les journaux canadiens et ça... Wilfrid Laurier va y perdre sa chemise électorale. Ça va être vraiment là, une réaction viscérale. Et en plus, le Washington Post va rapporter que les démocrates approuvent généralement les propos annexionnistes de Clark et soutiennent le projet de réciprocité. Ça, c'est intéressant parce que c'est encore un indice. Les positions des partis démocrates et républicains sur beaucoup de questions ont complètement changé de bord au cours du 20e siècle. Évidemment, au Canada, on réagit. Le Chicago Tribune va quand même mettre un bémol. Il va écrire « Des remarques sur l'absorption d'un pays par un autre irritent fortement les oreilles du plus petit. Sagesse. Absolument. Mais le représentant républicain William Stiles Bennett présente une résolution qui demande des discussions sur l'annexion du Canada par les États-Unis. Au Canada, on voit ça comme une preuve que ça se prépare. Alors, il va y avoir un grand impact. Et le Montreal Daily Star, qui avait toujours soutenu les libéraux et l'accord de réciprocité, va changer de bord complètement. Et il va écrire « Aucun de nous n'avait saisi le sens profond de l'offre habilement formulée par le gouvernement américain. C'était un piège aussi astucieux que jamais tendu. Les maîtres négociateurs de Washington n'ont pas perdu leur talent. » Alors là, ça va mourir. Et puis là, ben, il va y avoir la guerre de 14-18. Et bref, on va avoir d'autres chats fouettés. Après la Première Guerre mondiale, on est des alliés des États-Unis, mais il ne faut pas oublier que depuis
1775. Tous les plans de défense du Canada ne prévoient qu'un seul ennemi possible, et c'est les États-Unis. Parce que le Canada, il suffit de regarder une carte et on constate que c'est vrai, surtout à l'époque avant l'aviation, il est à peu près invulnérable si on essaye de l'attaquer par la mer et à peu près indéfendable si on l'attaque en arrivant des États-Unis. Parce que notre frontière est trop longue, ils sont 10 fois plus nombreux que nous autres, etc. Mais une attaque sur la côte Est ou sur la côte Ouest, ça serait très facile à bloquer. Et j'ajouterais qu'une attaque dans l'Arctique, on n'aurait même pas besoin de s'en occuper. Donc, militairement parlant, je veux dire. Donc, mais c'est encore le cas. Dans les années 20, on fait encore les mêmes plans. Oui. Le schéma de défense numéro 1 du Canada, c'est un plan de guerre élaboré par le colonel James Buster Sutherland Brown, directeur des opérations militaires et du renseignement canadien, qui prévoit une attaque préventive du Canada contre les États-Unis dans l'éventualité d'un conflit entre les États-Unis et l'Empire britannique. On parlait d'une attaque surprise au nord des États-Unis, on s'emparerait de Milwaukee, puis des villes pas trop grosses et pas trop difficiles à attaquer. Et parce que les États-Unis étaient en train, pendant ce temps-là, de capturer Montréal, Ottawa puis Hamilton. Et on compte sur l'intervention de la marine britannique. Mais là, va se produire un élément imprévu, c'est qu'un traité va être signé. Après la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne est très affaiblie. Les États-Unis ont augmenté leur défense militaire énormément. Et un traité international est signé pour la réduction des armements qui accorde à chaque pays un quota de navires de guerre et de flotte, d'importance de sa flotte de guerre. Tous ces traités-là ont toujours accordé que la Grande-Bretagne a la plus grande flotte. La théorie britannique était la Grande-Bretagne doit avoir une flotte égale aux deux flottes les plus puissantes, les deux autres flottes les plus puissantes. Les années 20, c'est fini. La Grande-Bretagne accepte que les États-Unis ont une flotte aussi importante que la leur. Et ça fait que le plan qui compte sur l'intervention britannique, il ne fonctionne plus. C'est là que les militaires canadiens vont sensiblement dire au gouvernement canadien que voulez-vous, maintenant, il va falloir que ça se fasse par la diplomatie et qu'on entretienne des bonnes relations avec les États-Unis parce que militairement, on peut rien faire. Alors, c'est ce qui va arriver. Et c'est là que le Canada va commencer à se rapprocher tranquillement des États-Unis. C'est un fait à retenir dans l'histoire du Canada. On est très différent de tous les autres alliés traditionnels des États-Unis. L'Europe s'est alliée aux États-Unis, les pays de l'Ouest, parce qu'ils avaient peur de l'URSS. Et avant ça, de l'Allemagne nazie. L'Australie, la Nouvelle-Zélande se sont alliés aux États-Unis parce qu'ils avaient peur du Japon, puis après ça, de la Chine. Nous, on s'est alliés aux États-Unis parce qu'on avait peur des États-Unis. On a essayé de ne pas faire fâcher le gros à côté, là, pour pas... Alors, ça crée une relation, puis il ne faut pas oublier que le Canada anglais, au départ, il est anti-américain. C'était des loyalistes, c'est des gens qui rejetaient les États-Unis. Alors, il y a toujours ces deux éléments-là dans l'histoire du Canada. Donc, après ça, on arrête de parler de guerre contre les États-Unis, et même on essaie d'entretenir des meilleures relations, notamment le Parlement d'Ottawa va voter un crédit de 60 000 $ en 1923 pour permettre aux États-Unis d'établir une ambassade au Canada. On leur a payé leur ambassade. En 1932, on a commencé à avoir des négociations pour un traité de libre-échange partiel, réduction des tarifs douaniers sur certains éléments. Plus tard, évidemment, on va avoir le pacte de l'auto également. Mais aussi, durant la Deuxième Guerre mondiale, on va de plus en plus amarrer nos services de renseignement, notre flotte, notre armée à celle des États-Unis. On travaille en coordination. Et quand deux pays travaillent en coordination, mais qu'il y en a un qui est 10 fois plus gros que l'autre, on sait lequel des deux qui décide. Et après ça, il va y avoir aussi l'alliance de l'OTAN, et surtout de NORAD. Et NORAD, ça, l'impact que ça a, on va le voir assez facilement dans les années... En 1963, lors de la crise de Cuba, le gouvernement américain va le président Kennedy va mettre en alerte les forces aériennes. Mais en mettant les forces aériennes américaines
en alerte, il met automatiquement les forces canadiennes en alerte aussi, et il n'a rien demandé au premier ministre du Canada de l'époque, John Diefenbaker. Je dirais qu'ils ne s'entendaient pas, ces deux-là, mais indépendamment de ça, c'est tombé comme une nouvelle qu'un journaliste a demandé à Kennedy s'il avait pensé à en parler au premier ministre du Canada, et que Kennedy a répondu candidement que ça lui était jamais venu à l'idée. Et là, évidemment, 1988 va avoir le traité de libre-échange signé, on s'en souviendra, par Brian Mulroney et Ronald Reagan, la main dans la main à Québec, chantant des petites chansons. Et là, il va y avoir des inquiétudes lors des négociations, et certains vont même aller jusqu'à le dire, ça précède l'annexion politique. Qu'on va nous dire, mais non, il n'y a pas de danger, etc. Et il ne faut pas oublier, encore aujourd'hui, il y a un parti qui s'appelle le Parti 51, qui est un parti politique québécois, qui a été actif entre 1989 et 1991, puis entre 2016 et 2024, et qui sûrement va reprendre un peu de vie, qui revendique l'annexion du Québec aux États-Unis. Et ils ont présenté des candidats aux élections québécoises de 89, de 2018 et de 2022. Leur score au sommet en 1989, 0,11 du vote. On ne peut pas dire que ça frappe fort. En fait, ils ont eu moins de votes que le Parti marxiste-léniniste. Mais donc, on a cette affaire-là qui revient et qui revient continuellement depuis 200 ans. Est-ce que c'est rassurant au sens où on se dit « ça va passer comme les autres fois » ou si on se dit qu'à force d'en parler et à force de faire des plans, peut-être que ça va se faire. Peut-être pas cette fois-ci, peut-être une autre fois, ça serait énorme. Et j'avoue qu'en ce moment, tous les sondages révèlent qu'au Canada, il n'y a pas grand appétit pour ça. On parle d'une opposition de 85 là. On a trop de choses qui sont différentes avec les États-Unis et qu'on sent bien qu'on perdrait, depuis les systèmes sociaux jusqu'à toutes sortes d'autres choses, le droit à l'avortement pour les femmes, et ainsi de suite. Enfin, c'est encore une histoire à suivre, mais là, moi, je suis obligé d'arrêter maintenant parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Alors, mesdames et messieurs, restez à l'antenne de TVCBF et c'est André Pelchat et Charles Dagneault qui vous disent bonsoir.